Ce que Donald Trump a dit dans son discours sur l'état de l'Union, en ce qui concerne la politique étrangère des États-Unis, notamment la guerre en Ukraine, était très bref. Il a passé peut-être 15 secondes à parler de la Russie et de l'Ukraine, puis environ 1 minute sur l'Iran et presque rien sur la Chine. À votre avis, comment la Russie, par exemple, perçoit-elle la politique étrangère de Donald Trump à la lumière de ce discours? Eh bien, je pense que tout d'abord, il faut comprendre de quoi parlait ce discours. C'était un discours intérieur destiné à un public américain. Ce n'était pas une tribune qu'il utilisait pour communiquer directement avec des dirigeants étrangers. Et c'est là que l'on en vient, selon moi, à l'arrogance de Donald Trump. Il ne cherche pas à obtenir la permission du peuple américain pour faire quoi que ce soit dans le domaine de la politique étrangère. Il ne demande pas leur approbation, il n'essaie pas de leur vendre quoi que ce soit. Il fera ce qu'il veut quand il voudra le faire. Et rappelons-le, il s'adresse au Congrès. Il ne demande pas au Congrès la permission. Il a essentiellement déclaré que le Congrès n'a tout simplement aucune importance sur les questions de politique étrangère. C'est pour cela que nous avons eu si peu de choses. Je veux dire, ceux qui s'attendaient à ce qu'il se lève lors du discours sur l'état de l'Union pour déclarer la guerre à l'Iran ou présenter un plan détaillé. Non, ce n'est pas le bon cadre pour cela. Ce n'est pas un président américain comme les autres. C'est un homme qui a affirmé qu'il agit davantage comme un dictateur. Nous avons vu des preuves que son gouvernement n'est guère plus qu'un culte de la personnalité, le culte de Donald Trump. Et nous avons vu qu'il ne se soucie pas de la Constitution américaine. Il ne se soucie pas du système de freins et contrepoids. Il ne se soucie pas des avertissements qui avaient été donnés à tous les Américains lorsque la Constitution était en débat. Vous savez, encore une fois, j'encourage tout le monde à lire les Federalist Papers, en particulier 2 d'entre eux, le Federalist numéro 10 de James Madison et le Federalist numéro 51, également de Madison. Le Federalist numéro 10 parle des dangers du factionnalisme lorsque le pays se divise en factions submergées par l'émotion. Elles ne réfléchissent pas à ce qui est le mieux pour le pays, pour le collectif. Elles pensent à ce qui est le mieux pour elles-mêmes, pour leur faction. Et vous savez, l'idée d'une grande république était censée compenser le danger des factions. C'est l'argument que Madison avançait. Et la meilleure façon de former une grande république est d'avoir une république constitutionnelle, d'où la nécessité d'une constitution. Le fédéraliste numéro 51 parle du besoin de freins et contrepoids pour empêcher l'accumulation du pouvoir entre les mains de l'exécutif, ce qui pourrait transformer ce qui devait être une république constitutionnelle en tyrannie. Les freins et contrepoids signifient que nous avons 3 branches du gouvernement distinctes, mais égales. Ce que vous avez vu lors du discours sur l'état de l'Union, ce n'étaient pas 3 branches distinctes, mais égales du gouvernement. Vous avez vu le président se moquer ouvertement de la Cour suprême des États-Unis, lui disant en substance que sa décision n'a aucune importance, qu'il fera ce qu'il veut faire. Et il n'y a rien qu'ils puissent faire pour l'arrêter, car ils n'ont ni armée ni force de police. Rien du tout. Ils peuvent adopter, vous savez, des mesures nous pouvons faire une constatation ici, et nous pouvons, vous savez, établir un dossier ici, un jugement là, une décision ailleurs. Mais à moins qu'il n'existe un mécanisme d'application, tout cela est inutile. Et le mécanisme d'application, c'est bien sûr le Congrès des États-Unis. Encore une fois, une partie du fédéraliste numéro 51 explique que l'idée de donner à chaque branche un pouvoir important visait à garantir qu'elle se battrait pour s'assurer qu'aucune autre branche ne leur retire leur pouvoir. Ainsi, l'idée est que le Congrès est censé se battre pour préserver les prérogatives du Congrès.
L'un des prérogatives du Congrès est de s'assurer que le président ne neutralise pas le pouvoir judiciaire en ignorant la loi. Et pour cela, on a recours à la procédure de destitution. C'est incroyable de voir ce qui se passe dès qu'on commence à menacer de destituer un président pour violation de la Constitution. Mais le Congrès ne fonctionne plus comme un Congrès, comme un corps unifié. Le Congrès est désormais devenu un ensemble de factions qui se battent entre elles. Et nous l'avons vu à l'œuvre, toute cette histoire de se lever, de s'asseoir, de honte à vous. Il s'est moqué des démocrates, les a traités d'antipatriotes, les a insultés de toutes les manières possibles. Alors, quand on a un président qui se comporte de cette façon, pourquoi pensez-vous qu'il va vous expliquer quoi que ce soit, à vous, à nous, au nous, le peuple? Il ne va certainement pas demander la permission au Congrès. Il va simplement le faire. Et ce que nous avons vu là-haut, c'était du narcissisme guidé par l'ego. La loi Trump, je ne l'ai pas appelée ainsi, ne me blâmez pas. Ils l'ont appelée le truc Trump parce que ce sont de bonnes personnes, ce qui veut dire qu'elles savent qui est le patron, qui est responsable. C'est de cela qu'il s'agissait. Quelqu'un m'a posé une question. J'ai participé ensuite à un débat sur Al-Maïdine et on m'a dit, vous savez, le discours n'en finissait pas. Ai-je eu l'impression qu'il s'agissait d'une démonstration de confiance de la part du président ou quelque chose du genre? J'ai répondu non. L'homme qui prononçait ce discours n'est pas un homme confiant. Abraham Lincoln était un homme sûr de lui. Lisez son discours de Gettysburg. Sa brièveté et pourtant la gravité, la solennité attachée à cette déclaration, à ce discours prononcé par un homme confiant. Quand quelqu'un là-haut ne fait que bavarder encore et encore, il n'est pas sûr de lui. Il est là pour se donner en spectacle, parce que tout tourne autour de lui et de son besoin d'être perçu comme plus grand que nature, meilleur que nature. Et c'est cela qui était exposé. J'appelle cela en gros la mort de l'Amérique. Ce n'était pas un discours sur l'état de l'Union, c'était un discours sur l'état du Donald. Et l'état du Donald n'est pas très bon en ce moment. Nous avons entendu Chuck Schumer dire que ce qui se passe entre les États-Unis et l'Iran est une question sérieuse qui mérite d'être discutée. Mais comme vous l'avez mentionné, il voulait que Donald Trump, en fait, avant le discours, il l'avait déjà dit. Il a déclaré « Nous voulons entendre le président des États-Unis ». Mais il n'en a pas beaucoup parlé. Ce n'est pas seulement nous à l'extérieur. Cela concerne aussi Chuck Schumer, vous savez, le chef de la minorité. C'est le chef d'une faction. Il n'est pas le chef d'un gouvernement minoritaire, car nous ne fonctionnons plus comme un gouvernement. Il est le chef d'une faction minoritaire. Par conséquent, il est sans importance. C'est l'un des dangers du factionnalisme. C'est nous contre eux, à 100%. Au lieu que les gens travaillent ensemble, nous pouvons avoir des opinions politiques différentes. Mais nous reconnaissons la singularité du Congrès et la nécessité de collaborer dans un gouvernement composé de 3 branches distinctes mais égales. Alors, les paroles de Chuck Schumer résonnent. Elles comptent. Après tout, c'est un sénateur, membre du Congrès. Mais pour l'instant, il n'est qu'un chef de faction. Trump, lui, se moque de l'autre faction. C'est sans importance. Cela ne change rien. Que veut Chuck Schumer? Il est aussi coupable que n'importe qui d'autre d'avoir créé ce factionnalisme. Vous savez, c'est pas une rue à sens unique. Donald Trump n'a pas inventé cela hier. Il est simplement arrivé et a pris un système malade pour le pousser jusqu'à sa conclusion logique. Parce que, vous savez, il y a longtemps, le Congrès a cessé de travailler pour la présidence et les partis ont commencé à travailler pour les présidents de leur propre parti politique. C'est donc là que commence le factionnalisme. La seule chose qui maintient la République unie, c'est l'idée de la différence, de la distinction entre le Congrès et la présidence, lorsque le Congrès disait encore
Nous comptons. Aujourd'hui, le Congrès n'a plus d'importance. Vraiment plus. Les républicains, la faction, font ce que le président, le chef de culte, leur dit de faire. Alors, qui se soucie de ce qu'a dit Chuck Schumer? Le président, non. Le Congrès, les républicains, non plus. Et franchement, le peuple américain non plus. Parce que c'est l'un des dangers du factionnalisme. On a tendance à ne plus prêter attention. Vous savez, quand on ne représente plus nous, le peuple, mais une faction, une cause, une idéologie, je n'ai plus vraiment envie d'écouter ce que vous pensez, surtout si je ne fais pas partie de votre faction. Scott, en ce qui concerne le conflit avec l'Iran, nous avons enfin entendu quelque chose du Pentagone. Je me souviens que sous l'administration Biden, le Pentagone avait joué un rôle important lors de cette réunion entre Donald Trump. Sarmer s'était rendu à Washington, avait parlé avec Joe Biden. Il voulait envoyer des missiles à longue portée à l'Ukraine pour frapper la Russie en profondeur sur son territoire, ce que le Pentagone avait refusé. Et maintenant, j'ai été surpris d'apprendre que le Pentagone fait quelque chose de similaire sous l'administration Trump. Le général King a déclaré que la guerre avec l'Iran ne serait pas rapide. Ce sera une guerre longue et coûteuse pour les États-Unis. Et Donald Trump, juste après cela, est intervenu et a essayé de façonner les choses de la manière dont il voulait être perçu dans le cadre du conflit. Il ne voulait pas que ce genre de commentaires se répandent. Il a déclaré que le général était entièrement d'accord sur le fait que si nous commencions la guerre, nous allions remporter la victoire et gagner cette guerre et tout ce qui s'ensuit. Comment voyez-vous l'administration Trump dans ce contexte? Parce que la guerre au Moyen-Orient, il faut le reconnaître, n'est pas une question simple ou mineure. C'est un enjeu considérable, puisque les États-Unis y sont impliqués depuis de très nombreuses années, en Irak, en Afghanistan et maintenant avec l'Iran. C'est un sujet majeur pour le peuple américain, pas seulement pour le président des États-Unis. Que se passe-t-il selon vous? Eh bien, tout d'abord, le Pentagone n'a rien dit. Trouvez-moi une déclaration officielle du Pentagone, sur un papier à en-tête du Pentagone, signé par le secrétaire à la guerre, quelqu'un. Donnez-moi un nom. Qui, au Pentagone, a dit quoi? Nous n'avons pas de nom, donc le Pentagone n'a rien dit. Ce que nous avons, ce sont des médias qui citent des sources anonymes, soi-disant au sein du Pentagone. Mais nous ne savons pas. Nous ne savons même pas si nous savons. Je vais vous dire une chose. Je sais que le Wall Street Journal a déjà inventé des histoires par le passé. Nous le savons. Et nous savons aussi que le Washington Post a déjà inventé des histoires, sorties de nulle part. Alors je suis un peu réticent quand le Washington Post et le Wall Street Journal commencent à publier quelque chose comme ça. J'aimerais croire que c'est vrai, parce que c'est la seule façon d'arrêter cette guerre. C'est sorti dans Axios, mais Axios c'est pareil. Ça ne change pas la réalité. Tu ne renforces pas ma confiance dans cette histoire. Tu l'as en fait un peu diminuée. Si c'est vrai, ce serait problématique. Tout d'abord, il faut comprendre comment fonctionne le Pentagone. Je ne peux pas parler du Pentagone d'aujourd'hui. Je n'y travaille pas. Je connais personne là-bas. Mais j'ai vu des gens travailler au niveau de l'état-major interarmé et j'ai vu comment ils s'expriment. Leur rôle n'est pas d'élaborer des politiques. Ils se contentent de proposer des solutions aux problèmes de politique. Ils ne courent pas partout en disant « Nous devons faire la guerre à l'Iran ». Ils disent simplement « Quelle est la mission? Que voulez-vous que nous accomplissions? » Puis, nous allons examiner notre structure de force et vous dire ce dont nous avons besoin pour que cela se réalise.
À ce moment-là, ils peuvent dire « Si votre objectif est une guerre rapide qui atteigne X, Y et Z, nous ne pensons pas que la structure de force soit capable d'y parvenir. Nous craignons que si nous commençons, nous risquions de manquer de munitions avant de manquer de cibles. C'est un problème. Et il se peut que nous ne soyons pas en mesure de neutraliser l'ensemble des capacités de l'Iran avec les forces qui ont été affectées à cette mission. Cela ne revient pas à dire « Vous ne pouvez pas faire la guerre, Monsieur le Président ». Cela ne revient pas à dire « Nous ne voulons pas faire la guerre ». Cela signifie simplement que nous avons un problème de ressources et que cela pourrait entraîner d'autres problèmes. Nous devons vous en informer, car le rôle de l'armée, encore une fois, n'est pas d'élaborer la politique, mais de la mettre en œuvre. Mais, vous savez, ce sont des professionnels. Donc s'ils reçoivent pour mission d'accomplir quelque chose dans certains paramètres et qu'ils n'ont pas la structure de force nécessaire pour le faire, ils ont le devoir professionnel et moral d'en informer le président. Ainsi, ce qui se passe, c'est qu'on obtient une déclaration, et je suis assez certain que l'armée de l'air, en examinant la liste des cibles et les munitions disponibles, a essentiellement dit « Nous allons manquer de bombes avant de manquer de cibles ». Vous savez, si notre travail consiste à réprimer, nous savons, historiquement parlant, et nous pouvons estimer le taux d'utilisation des bombes, etc., etc. Nous allons manquer de bombes. Rappelez-vous, nous avons donné tout un tas de bombes aux Israéliens et ils les ont toutes larguées sur Gaza. Comment pensez-vous que Gaza a fini par ressembler à ce qu'elle est devenue? Eh bien, grâce aux bombes américaines, dont nous n'avons plus beaucoup, puisque nous les avons toutes données à Israël. Merci Israël. L'Iran devrait envoyer une lettre de remerciement à Israël. Je plaisante, car bien sûr l'Iran ne ferait jamais quoi que ce soit pour soutenir ou se moquer des crimes de génocide qu'Israël a commis contre Gaza et d'autres voisins. Mais mon point est qu'Israël a épuisé la capacité des États-Unis à, vous savez, mener un conflit. Missiles de croisière. Nous disposons d'un nombre limité de missiles de croisière et nous n'en avons pas assez pour couvrir toutes les cibles. Ce qui se passe alors, c'est qu'on se retrouve dans une course contre la montre en matière de changement de régime, car je crois que c'est bien l'objectif. L'armée de l'air est censée neutraliser les capacités de lancement de missiles balistiques de l'Iran, tandis que d'autres forces aériennes décapitent la direction, sèment le chaos en perturbant les communications et affaiblissent la capacité du régime à mobiliser les forces de sécurité ou à déposer les armes. Le but est de provoquer l'effondrement du régime et de favoriser la mise en place d'un gouvernement alternatif qui cessera ensuite de tirer des missiles. C'est donc une course contre la montre. Je pense que la CIA a vendu au président une fausse marchandise fondée sur certaines évaluations qu'elle a faites. Je suis curieux de savoir ce qui se passe en ce moment en Iran. Je n'aime pas trop tirer de conclusions sur des sujets dont je ne connais pas bien le contexte, mais la CIA a diffusé ce message du genre « Nous vous entendons, voici comment vous pouvez nous contacter ». Cela donne presque l'impression d'un acte de désespoir de la part d'une organisation qui semble avoir perdu le contact avec bon nombre de ses sources infiltrées, ce qui laisse penser que les services de sécurité iraniens sont peut-être meilleurs qu'on ne le pensait au départ. Et si c'est le cas, encore une fois, le changement de régime devient une tâche bien plus difficile et impossible si nous manquons de bombes. Donc je pense que l'armée dit « Nous ne pouvons pas garantir un résultat ». Et voilà le problème. Aucun président ne peut survivre à une guerre de choix, sans menace claire et imminente pour les États-Unis, puis perdre ou se retrouver dans une situation où nous perdons des vies américaines. Ou encore, où Israël est complètement bouleversé. Vous savez, on pourrait continuer longtemps. Ce serait politiquement dévastateur pour ce président.
Je pense que l'une des choses qui rend cette guerre attrayante, c'est qu'on lui a dit qu'il pourrait obtenir un changement de régime en, disons, 7 à 12 jours, peut-être un peu plus. Et que cela peut être fait sans mettre de troupes au sol. Et que cela peut être fait, vous savez, avec des pertes humaines et matérielles minimales. Et il croyait que s'il pouvait réussir un changement de régime dans ces conditions, il serait le plus grand président de l'histoire des États-Unis, ayant accompli quelque chose que personne d'autre n'avait fait. Souvenez-vous simplement, c'est Donald Trump. La Seconde Guerre mondiale? Rien. Un grand rien, pas un gros problème. La Première Guerre mondiale? Ne vous en faites pas. Je suis meilleur. Je suis Donald Trump. Et donc, vous savez, il veut se vendre comme la meilleure chose qui soit arrivée depuis l'invention du pain tranché. Mais on ne peut faire cela que si l'on gagne. Ce message ne tient pas la route si vous n'avez pas gagné la guerre. Surtout si vous l'avez perdue, ou tout aussi grave si c'est une affaire longue et interminable. Ce qui signifie que nous sommes incapables de le réprimer, donc nous devons passer en mode de confinement. Et avant qu'on s'en rende compte, nous faisons face à une guerre très longue qui cause beaucoup de dégâts à l'économie mondiale, juste à la veille des élections de mi-mandat. Je pense que c'est pour cela que l'armée fait ce qu'elle fait. Mais encore une fois, le rôle de l'armée est d'exécuter la mission. Personne dans l'armée. Vous n'avez lu nulle part dans ces articles. Aucun général ne disant « Je remets en question la légalité de vos ordres ». Aucun d'eux n'a dit « Où est la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies ?» Aucun n'a dit « Où est l'autorisation du Congrès ?» Tout ce qu'ils ont dit, c'est « Nous n'avons peut-être pas assez de bombes. » Dans quelle mesure ce que le peuple américain pense d'une nouvelle guerre au Moyen-Orient compte-t-il pour l'administration Trump et pour Donald Trump lui-même? Parce que, comme vous l'avez vu dans les nouveaux sondages, lorsqu'on les regroupe, seulement environ 15 à 25% des Américains soutiennent une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Évidemment, environ 70 à 75% disent non à la guerre. Et Donald Trump lui-même a été élu sur une plateforme de paix et de recentrage sur les États-Unis, sans déclencher de nouvelle guerre. Dans quelle mesure cela est-il important pour lui? Eh bien, je pense qu'il fait un pari qui dit « Si je gagne cette guerre rapidement, tous les détracteurs auront eu tort. » Et alors, on verra les chiffres changer. Souvenez-vous, George Herbert Walker Bush, au moment de l'opération Tempête du désert, ne bénéficiait pas d'un large soutien au sein de la population américaine. En fait, à l'automne 1990, lorsque cette guerre était présentée comme nécessaire pour défendre le pétrole saoudien face à une tentative irakienne de s'emparer des champs pétrolifères de l'Est, le sentiment dominant parmi les Américains était « pas de guerre pour le pétrole ». Rappelez-vous, nous étions à peine à 17 ans de la guerre du Vietnam. Beaucoup de ceux qui servaient à l'époque avaient combattu au Vietnam, et la psychologie du peuple américain ne se prêtait pas à une nouvelle guerre du type Vietnam au Moyen-Orient. Pas de guerre pour le pétrole. Pas de guerre pour le pétrole. C'est pourquoi H.O. a prononcé son discours à Cleveland, où il a comparé Saddam Hussein à Adolf Hitler, pour changer le récit du combat. Mais lorsque nous avons remporté la guerre du Golfe, car souvenez-vous, quand nous avons gagné, il y a eu des défilés dans les rues, Schwarzkopf descendant Broadway à New York avec une parade et des confettis. Vous savez, nous n'avions pas encore été confrontés à la réalité que Saddam était toujours au pouvoir. C'était problématique, et notre incapacité à destituer Saddam allait résonner des décennies plus tard. Nous avions gagné, et il n'y avait plus de problème politique, du point de vue de George H.W. Bush, concernant la décision d'entrer en guerre,
puisque nous avions remporté une victoire éclatante, du moins selon les propagandistes. Et je pense que Donald Trump voit les choses de la même manière, en se disant « Je sais qu'ils sont contre cela maintenant, mais si j'obtiens une victoire très très rapide, une victoire sans précédent, qui assure la sécurité d'Israël et pousse les États arabes du Golfe à adopter les accords d'Abraham, etc., etc., je serai le héros conquérant, et le peuple américain se rassemblera autour de moi. » Et il a probablement raison, car le peuple américain est dans l'ensemble très simpliste. Je veux dire, singe voit, singe fait. Vous avez vu le Congrès hier soir, la faction républicaine se lançant dans le cri de USA, USA. Ils sont très enfantins, totalement indignes du Congrès. Il n'y a plus aucun respect pour l'institution du Congrès ni pour quoi que ce soit d'autre. Ce sont des factions, rien d'autre que des factions politiques. Mais vous savez, si Trump remportait une guerre contre l'Iran, je peux vous garantir que les rues de Washington, D.C., seraient pleines de gens scandant USA, USA, à une échelle encore plus grande que lors de l'annonce de la mort d'Oussama Ben Laden. Souvenez-vous de la foule spontanée devant la Maison-Blanche, scandant USA, USA, USA. Vous savez, nous avons transformé la guerre en un événement sportif, et nous ne faisons plus vraiment la différence entre encourager l'armée américaine et soutenir un club de football de la Ligue des Champions, une équipe de la NFL ou votre pilote préféré de NASCAR. Je pense que c'est ainsi que Donald Trump raisonne à ce sujet. Il croit qu'une guerre rapide résout tout, qu'il n'y aura aucun problème. Et pour être honnête, il n'a pas tout à fait tort. S'il intervenait, et que, disons, 12 jours après le début du conflit, le régime était tombé et les missiles neutralisés, il serait l'un des présidents les plus populaires de ce moment de l'histoire. Parce que les Américains sont des gens simplistes. Et nous aurions... Mais cela aurait pu, je dirais que cela aurait pu se produire en juin 2025. Pas maintenant, car aujourd'hui les deux camps sont bien plus préparés. Les Américains sont préparés, les Iraniens sont préparés, et nous savons que l'Iran n'est pas seul, pas physiquement du moins, mais qu'il est lié aux Russes et aux Chinois, et ils savent ce qui est en jeu pour l'Iran. Je dirais que dans les premiers instants de l'attaque, si les États-Unis décident d'attaquer, l'Iran saurait que cela arrive, et ils vont réagir. Et cela pourrait tourner à une sorte de catastrophe. Je ne sais pas ce que vaut vraiment cet argument. Qui sont ces gens qui prétendent qu'avec une guerre rapide, ils peuvent obtenir quelque chose? Sont-ils vraiment des personnes ayant une expérience de ce genre, capables de le prouver? Ou bien inventent-ils tout cela à partir d'une idée? Parce que j'enseigne à l'université, tu le sais. C'est différent quand on enseigne et qu'on travaille aussi dans le même domaine. Comme je fais les deux, je connais la différence. C'est totalement différent. Sur le plan idéologique, quand on part en guerre et qu'on a réellement l'expérience de faire quelque chose, c'est complètement autre chose. Alors, qui sont ces gens? Quelle expérience ont-ils vraiment, à ton avis? Encore une fois, nous devons faire attention à ne pas confondre la fantaisie avec la réalité. La réflexion politique sur les prétendues conséquences positives d'une guerre rapide avec l'Iran se fait dans le vide, dépourvu de réalité, dépourvu de toute autre contribution, simplement fondée sur la relation de cause à effet entre une victoire rapide et le soutien politique aux États-Unis. Ce dont vous parlez, c'est d'injecter de la réalité, mais cette réalité ne se manifestera qu'une fois le conflit commencé. À ce moment-là, il sera trop tard. Ce dont nous parlons maintenant, c'est de la logique qui pousse Donald Trump à appuyer sur la gâchette. Mais une fois la gâchette pressée, tout devient imprévisible. Aucun plan ne survit au premier contact avec l'ennemi,
et l'ennemi a toujours son mot à dire. Encore une fois, je mettrai en garde les gens contre le fait de se concentrer exclusivement sur l'aspect militaire. Par exemple, je me souviens avoir lu que l'Iran aurait déjà obtenu le Su-35. Combien d'heures de vol ce pilote iranien a-t-il sur cet appareil? L'a-t-il déjà soumis à des manœuvres de combat complexes? S'est-il entraîné dans un scénario réaliste, semblable à la guerre? A-t-il une expérience de combat sur le Su-35? La réponse est non, 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 non. Il affronte des pilotes américains qui se sont entraînés de manière intensive et presque exclusivement pour faire exactement ce qu'ils s'apprêtent à faire. Remarquez qu'aucune des personnes du Pentagone, d'après les fuites, n'a dit « Nous ne pouvons pas faire ça ». Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit « Nous n'avons pas assez de bombes pour continuer à faire ça ». Ils n'ont pas dit « Oh, nous ne pouvons pas faire ça, nous n'allons pas y arriver ». Parce que je suis là pour vous dire, en ce moment, que si nous avions assez de bombes, nous pourrions peut-être le faire. Nous sommes à ce point compétents. Je veux dire encore une fois les gens, Scott Ritter s'est trompé dans sa guerre. Je me fiche complètement de ce que les gens pensent. Je sais de quoi je parle, bon sang. Il y a une différence entre une superpuissance en déclin, en termes de l'impact global que notre puissance politique, économique et militaire collective apporte à la table. Tout le monde sait que nous vivons dans un monde en transition, que ce n'est plus le même monde qu'il y a 20 ans. Mais ce n'est pas de cela que nous parlons. Nous parlons de l'Iran. Une nation soumise à de sévères sanctions économiques depuis des décennies, dont l'économie est fragile, dont l'armée a consacré beaucoup de ressources à des domaines comme les missiles balistiques et l'acquisition d'autres technologies, mais qui n'est pas une force aguerrie au combat dans son ensemble. Ils ne disposent pas d'une grande expérience du combat moderne pertinent. Ils n'ont aucune expérience du combat contre un ennemi comme les États-Unis face à ce que nous nous apprêtons à déployer. Je voudrais donc simplement avertir les gens que, oui, l'Iran est une nation très fière, mais il y a une raison pour laquelle les professionnels de l'armée sont sûrs d'eux. Pour vous donner un exemple, lorsque nous nous préparions à faire la guerre à l'Irak en 1990, nous présentions les Irakiens comme des géants de 3 mètres de haut. Je me souviens d'un de mes moments les plus marquants. J'avais élaboré un plan d'assaut amphibie pour insérer une force de la taille de plusieurs divisions dans la péninsule de Fao, qui devait ensuite remonter, pivoter et menacer la zone logistique d'Al-Zubair. Ce faisant, la garde républicaine, les divisions Medina, Tawakalna et la 3e, dont le nom m'échappe, qui étaient retranchées, auraient dû se repositionner et contre-attaquer. Mais en se déplaçant, ils s'exposeraient à une interdiction par la puissance aérienne. L'idée était que nous les détruirions tout en prenant Zubair, que nous déstabiliserions la zone et que nous obtiendrions une victoire relativement rapide. En quelque sorte, la version du corps des marines de ce que nous faisions, une action plus directe, parce que nous n'aimons pas simplement éviter les combats, nous aimons plonger directement dedans. Ce plan avait été examiné au niveau des généraux de division et des lieutenants généraux, et il devait être présenté au commandant du corps des marines, un général 4 étoiles, ainsi qu'à l'adjoint du commandant et à tous les autres généraux 4 étoiles. Et la plupart des généraux 3 étoiles du corps des marines assistaient à ce briefing. J'avais rédigé le briefing, c'était mon plan, mais ils ont décidé qu'un colonel ferait la présentation. Comme je connaissais le plan et que je l'avais écrit, j'ai préparé les diapositives de manière à savoir exactement laquelle afficher au fur et à mesure de la discussion. Il n'y aurait donc aucune hésitation. Si une question était posée, la bonne diapositive serait là. Si le présentateur voulait souligner un point, la bonne diapositive serait là.
Boum, 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 boum. Donc j'étais là, en train de faire tout ça. Mais avant d'entrer, le colonel qui dirigeait l'activité du renseignement du corps des marines m'a pris à part et m'a dit « Car tout mon exposé reposait sur l'idée que si nous éliminions le commandement et le contrôle irakien et que nous choquions les forces irakiennes, elles se désorganiseraient. Et cela venait de l'expérience de la guerre Iran-Irak. Les Iraniens savaient que si l'on affaiblissait le leadership irakien et que l'on soumettait les forces irakiennes à un choc, elles avaient tendance à se désintégrer et à battre en retraite. C'est pour cela qu'il y avait tant de prisonniers, parce qu'il y avait une désorganisation. Si le commandement et le contrôle restaient en place, les Irakiens se battaient comme des enragés. Mais si l'on parvenait à désorganiser le commandement et le contrôle et à créer de l'hésitation, on pouvait avancer et obtenir des résultats. J'ai dit, nous serons capables de le faire, et j'ai vendu cette idée au général de division Caulfield. Mais le colonel a dit, quand tu feras la présentation, ne dis pas un mot. Si on te pose une question, ne réponds pas. Dis simplement que tu ne sais pas et passe à la suite. Et moi j'étais là. Eh bien, oui, mon colonel. Donc je suis là à faire défiler les diapositives, et le général Al Gray, le commandant, commence à poser des questions. Je continue à faire défiler les diapositives, et finalement il se tourne vers moi et dit « Je pose des questions à ces gars-là, mais je crois que je ne m'adresse pas à la bonne personne. Je te regarde, je pense que tu es plus qu'un simple capitaine qui fait défiler des diapositives. » Je pense que c'est vous qui avez rédigé ce plan. Je pense que c'est votre plan. J'ai raison? Et j'ai regardé le colonel Steele qui faisait le briefing. Il a dit « Oui, monsieur ». Alors il a demandé « Très bien, je vais vous poser une question. Que pensez-vous des chances de succès du plan ?» Et j'ai répondu, en gros, « Les Irakiens ne font pas 3 mètres de haut. Si nous frappons leur commandement et leur contrôle, et que nous les attaquons avec une poigne de fer comme celle-ci, ils vont chuhua. C'est un terme du Vietnam qui signifie lever les mains, se rendre, fuir. Et j'ai ajouté, à mon avis, nous passerons bien plus de temps à traiter les prisonniers de guerre irakiens qu'à tuer des Irakiens. Cela s'est révélé 100% exact. Je me suis fait engueuler par le colonel ensuite. Mais ce que je veux dire, c'est que l'armée est très conservatrice. Elle ne se lance pas dans des trucs complètement fous ou spéculatifs. On n'engage pas autant de force à la légère. J'avais élaboré un autre plan pour insérer une compagnie de l'AV renforcée afin de mener un raid. Et je me souviens d'un des pilotes d'hélicoptère qui conseillait le colonel Seifert. Il avait piloté un hélicoptère lors de la mission de sauvetage de Desert One. Et comme on le sait, ça ne s'était pas bien passé. Il s'est levé, et eh bien, vous savez, on ne devrait pas faire ça, parce que le problème, c'est qu'on n'a pas assez d'hélicoptères. On va avoir des marines coincées, blablabla. Et quand quelqu'un de son envergure soulève une question comme celle-là, on ne peut pas poursuivre la mission, parce que, Dieu nous en garde, si nous n'avons pas assez d'hélicoptères et que des marines meurent, ceux qui ont donné leur accord auront de sérieux ennuis. Si vous ne pouvez pas répondre en disant « Non, nous avons suffisamment d'hélicoptères pour compenser le manque, nous avons un plan de secours », tout cela est prévu, alors la mission ne se fait pas. Donc, cette mission a été abandonnée. Et si j'en parle, c'est parce qu'il n'y a actuellement personne pour dire « Nous ne pouvons pas faire ça, nous ne pouvons pas y arriver », ce qui en dit long, car ce ne sont pas des amateurs. Ce sont des gens qui ont étudié la menace, qui disposent d'un excellent renseignement, d'un très bon renseignement technique. Je veux dire, on peut rester ici à dire « Le Su-35, ceci, cela et le reste ». Je peux probablement garantir que les plans de base du Su-35 sont entre les mains des États-Unis, avec toutes les caractéristiques de performance. Lorsque nous effectuons les simulations top secrètes dans le Nevada,
Nos pilotes affrontent des F-16 et d'autres appareils programmés pour reproduire avec précision les performances de ces avions. Donc nous n'y allons pas en nous fondant sur des spéculations ou des démonstrations de force. Nous y allons parce que nous avons étudié le problème et nous avons la confiance nécessaire pour pouvoir neutraliser les missiles balistiques iraniens. Nous avons confiance en notre capacité à désactiver leurs radars. Nous avons confiance en notre capacité à neutraliser leur défense aérienne. Nous avons confiance en notre capacité à frapper les cibles que nous voulons atteindre. Les généraux ne disent pas « nous ne pouvons pas le faire ». Ils disent « nous n'avons pas assez de munitions pour le faire ». Ce sont deux arguments différents. Et donc je pense simplement qu'il n'y a au fond aucune garantie. Ce n'est pas parce que nous pensons pouvoir faire quelque chose que nous serons réellement capables de le faire. Parce que les Iraniens sont eux aussi des professionnels. Et ils se préparent, tu sais. Ils étudient les États-Unis depuis longtemps. Pour tous les Américains qui méprisent les capacités iraniennes, cherchez sur Google la bête de Kandahar, le RQ-170 ou 176, je ne suis pas sûr, ce gigantesque drone furtif ressemblant à un B-2. Et comment les Iraniens l'ont-ils volé? En surveillant la bête de Kandahar, au moment de son décollage de Kandahar, pendant la poignée de main top secrète destinée à transférer le contrôle de l'appareil des opérateurs au sol à Kandahar vers ceux qui le pilotaient via un lien satellite depuis le Nevada. C'est hautement chiffré, il peut y avoir d'autres mécanismes de sécurité en jeu, mais les Iraniens l'ont surveillé. Ils ont réussi à s'introduire, à prendre le contrôle du drone, à le faire atterrir et à s'en emparer. Demandez aux Israéliens à propos de l'incident de 2006, lorsque les unités de renseignement électromagnétique iraniennes ont réussi à pénétrer leur radio tactique à saut de fréquence. Le saut de fréquence signifie que le signal est chiffré, ce qui pose déjà des problèmes. Au lieu de communiquer sur une seule fréquence, le signal saute d'une fréquence à l'autre, en aller-retour. Et si vous ne connaissez pas la clé, tout ce que vous entendez, c'est le saut, car vous ne pouvez pas verrouiller la fréquence à temps. Et si vous y parvenez, c'est généralement plus tard. Après avoir collecté les données, vous les traitez sur un superordinateur et vous parvenez à tout reconstituer. Mais il est trop tard. La bataille est terminée. Les Iraniens ont pu aider le Hezbollah en piratant ses communications en temps réel. Ils disposaient d'opérateurs du renseignement électromagnétique qui parlaient parfaitement l'hébreu et étaient formés à l'imitation. Ils se sont donc introduits dans le réseau et ont utilisé l'hébreu en employant des mots de code et en parlant d'une manière correspondant à celle des véritables opérateurs. Ils ont donné des mots de code pour lancer, vous savez, phase out appel. Et Sayeret Matkal, les forces spéciales d'élite israéliennes, ont lancé une attaque directement dans une embuscade du Hezbollah. Ce genre de choses n'arrive pas, les gars. Cela arrive parce que les Iraniens sont sacrément doués dans ce qu'ils font, et cela mérite aussi le respect. Et le fait que je dise cela signifie que l'armée américaine le sait, ce qui veut dire que quelque part, il y a un analyste comme Scott Ritter qui dit « Voici de quoi les Iraniens sont capables ». Et pourtant, nous sommes encore assez confiants pour dire « Non, on gère la situation, on n'a juste pas assez de bombes ». Et j'en parle parce que je ne pense pas que les articles de presse reflètent ce que disent réellement les généraux. Les articles de presse rapportent ce que les journalistes veulent que les généraux disent. Mais je pense que ce que les généraux disent en réalité, c'est « Nous pouvons botter les fesses de l'Iran. Nous n'avons simplement pas assez de bombes pour continuer à le faire. Et quand nous n'aurons plus de bombes, alors l'Iran pourra nous infliger des pertes et nous entraîner dans un long conflit. C'est un problème de durabilité, pas de performance. It's a sustainability issue, not a performance issue.